bonjour à tous. Et si c'est possible de vous mettre en mute parce qu'il y a énormément de sons derrière. Donc, moi, je m'appelle Hélène Bic de Balzac, je suis la cofondatrice de Hive. Et dans le cadre de ce webinaire, on va présenter les résultats de notre étude sur les risques et opportunités liés à la gestion de l'orpaillage illicite donc, dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai un problème pour passer les slides. Il a les webinaires. Allô? Un problème pour passer les slides de moi. Voilà. Bon, tout d'abord, je voulais commencer par vous donner quelques chiffres clés liés à l'EMAP en Nord, en Côte d'Ivoire. Donc, l'EMAP, il s'agit de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Juste pour vous donner un peu de contexte, l'or EMAP représente environ 15% de la production mondiale de l'or. Donc, ça vaut plus ou moins 500 tonnes d'or produits annuellement dans le monde. Alors, en Côte d'Ivoire, lors de cette étude, nous avons estimé que la production de l'or EMAP pouvait atteindre entre 30 et 40 tonnes par an, ce qui vaut plus ou moins la production annuelle industrielle qui est produite en Côte d'Ivoire. Alors, concernant la valeur de cette production de cet or EMAP, elle peut atteindre environ 1,6 milliard de dollars par an en Côte d'Ivoire. Par rapport à la main-d'œuvre, en 2014, le gouvernement ivoirien estimait qu'il y avait à peu près 500 000 orpailleurs actifs en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que la majorité de l'or EMAP se déroule de manière très informelle en Côte d'Ivoire, mais que ce phénomène n'est pas une spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est un problème global de l'orpaillage dans le monde. Alors, concernant la chaîne d'approvisionnement, ce slide est une petite cartographie simplifiée de la chaîne d'approvisionnement en or EMAP en provenance de la Côte d'Ivoire. Alors, des recherches récentes estiment que plus de 400 tonnes d'or EMAP africain font l'objet d'un trafic annuel vers Dubaï. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on voit que la quasi-totalité de l'or EMAP extrait dans le pays est acheminé vers Dubaï via les pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et même le Togo, et profitant particulièrement de la porosité des frontières. Notez aussi qu'au Mali, l'un des plus gros producteurs d'or EMAP en Afrique, Bamako est vraiment connu pour être un centre de destination et d'agrégation de l'or en provenance des pays frontaliers, dont notamment la Côte d'Ivoire. Donc, on voit ainsi que la quasi-totalité de l'or ivoirien est non déclaré et non taxé, ce qui représente donc une perte considérable des recettes fiscales potentielles pour le trésor ivoirien. Ensuite, une fois que l'or arrive à Dubaï, il est généralement vendu dans le souk de Dubaï ou bien dans des raffineries qui sont généralement pas certifiées, qui ne sont généralement pas certifiées NBMA. Alors, concernant l'exploitation illégale de l'or et les principales routes d'exportation qu'on a pu identifier dans le cadre de cette recherche, alors dans le cadre de cette recherche, on a visité 11 grands sites d'orpaillage clandestins qui se situaient principalement dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais aussi autour de Bouaflé. Alors, on a choisi vraiment des sites très, très productifs, donc on parle vraiment de gros sites clandestins. À eux seuls, on a estimé qu'ils pouvaient produire de manière annuelle environ 10 à 11 tonnes d'or par an, ce qui représente plus ou moins 30% de la production de pays ivoirien. Alors, dans le cadre de cette recherche, les données ont été enregistrées dans la plateforme de gestion d'information DataStake, qui permet de standardiser l'information concernant les opérateurs et les lieux, principalement les sites miniers, et du coup de rendre compte du niveau de conformité avec les exigences internationales en ce qui concerne l'approvisionnement responsable des minerais. Alors, ici, c'est un exemple d'une évaluation d'un opérateur minier. Alors, qu'en est-il du cadre légal de l'orpaillage en Côte d'Ivoire et de la politique de gestion de l'État? L'orpaillage est défini dans le Code minier de 2014, mais on a pu identifier sa challenge.
notamment que le cadre minier de l'orpaillage ne coïncide pas nécessairement avec les autres secteurs selon les droits fonciers coutumiers. Un autre point, c'est que ce code minier est principalement conçu en faveur de l'exploitation industrielle au détriment de l'orpaillage et que le cadre légal ne prévoit pas de cohabitation légale entre l'or MAP et l'exploitation industrielle. Alors, quelle est la réponse de l'État? Face à un phénomène grandissant de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, l'État a mis en place une politique plutôt de répression de l'orpaillage clandestin. Alors, depuis 2018, il existe une brigade de répression des infractions au code minier. Et en collaboration avec les agents des eaux et des forêts, le rôle est de repérer les sites illégaux, de les détruire et de saisir le matériel et d'incarcérer les acteurs illégaux. Alors, ce qu'on a vu, c'est que face à l'absence d'alternatives légales pour l'orpaillage, de nombreux sites finalement fermés sont rapidement réoccupés par les orpailleurs. On a vu aussi que la fermeture forcée des sites artisanaux est considérée vraiment comme un ciblage par l'État des jeunes privés de leurs droits pour générer un peu de revenus à travers l'exploitation de l'or. Alors, concernant l'organisation locale des sites d'orpaillage clandestin, donc, si vous voyez un peu comment ça se passe vraiment au niveau de l'extraction. Donc, tout d'abord, on a les puits, les sites où l'or est extrait dans des sacs. Ensuite, on a une zone de broyage où on va broyer les sacs de minerais pour en faire une sorte de sable. Et ensuite, on a la zone de lavage. C'est là qu'on va filtrer le sable et essayer de générer d'or. Alors, au niveau de l'organisation, comme dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, l'autorité coutumière joue un rôle clé dans la gestion de l'orpaillage. Et l'orpaillage repose essentiellement sur un ensemble de prescriptions coutumières acceptées par tous les acteurs impliqués dans le secteur. Donc, c'est souvent même le chef de village qui va accorder aux opérateurs miniers le droit d'exploiter sur un site et souvent en échange d'une part de la production. Alors, les grands opérateurs miniers qui font l'exploitation illégale, et donc c'est par rapport aussi aux différents sites qu'on a visités, on voit qu'ils s'octroient de facto tous les droits sur les sites qu'ils exploitent. Alors, comme je dis, pour pouvoir opérer ce qu'ils font, c'est qu'ils vont payer un droit coutumier à la chefferie et un montant au propriétaire de terrain sur lequel le site est situé. Ensuite, l'opérateur minier va mettre en place toute une équipe de confiance pour gérer le site et pour sécuriser le site. Alors, on voit souvent que cette équipe de confiance est souvent liée à son ethnie ou à la nationalité de cet opérateur minier. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré l'illégalité des opérations d'extraction, étant donné la forte organisation dans les sites et la forte sécurisation de canaliser une grande partie de l'or qui est produit dans son site. Mais alors, qu'en est-il au niveau de la distribution des revenus de cet orpaillage? L'orpaillage en Côte d'Ivoire implique un nombre très important de creuseurs, de commerçants et d'autres fournisseurs de services, tels que les concasseurs, les laveurs, les agents de sécurité. Et donc, cette activité, certes très informelle, représente un moyen de subsistance qui est vraiment crucial pour ces acteurs et pour leur communauté. Alors, on voit que l'opérateur minier qui travaille sur un site va travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, qui les laissent finalement exploiter tranquillement, moyennant une rémunération. On voit aussi qu'il y a de nombreuses taxes ou des contributions informelles qui sont payées à différents acteurs communautaires, tels que les chefs de village, comme je l'ai déjà mentionné, le président des jeunes ou la présidente des femmes. Et en général, il s'agit d'un montant fixe. En général, il s'agit d'un montant fixe par gramme qui est extrait. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces rémunérations informelles peuvent parfois être très, très élevées. Par exemple, près de Bouna, le chef de village, près d'un site minier visité, reçoit plus ou moins 1000 francs CFA par gramme d'or extrait. Et donc, pour un site visité où on estime qu'il produit plus ou moins 90 kilos d'or par mois, le chef de village pouvait recevoir une prime de plus ou moins $1 par mois, assez énorme.
Alors, en plus de ça, l'opérateur minier va distribuer des pots de vin auprès de différentes autorités, notamment pour être informé des interventions de la brigade de répression. Alors, dans ce sens, on voit que la présence de la brigade va ainsi renforcer certains actes de corruption. Alors, concernant la sécurisation des sites, les sites sont sécurisés par des agents de sécurité qui sont des hommes de confiance de l'opérateur minier. Et ces hommes sont généralement armés, souvent de fusils de chasse, et collaborent parfois avec des dozos. Alors, dans les sites qu'on a visités, on n'a pas vu de dozos, mais on a vu qu'il y avait souvent un amalgame entre ces agents de sécurité et les dozos. Alors, concernant le commerce et le prix de vente de l'or, ce qu'on voit, c'est que le commerce, comme dans d'autres pays, est basé sur un système de préfinancement où la confiance entre les acteurs est vraiment au cœur du système et où la nationalité est un point clé de cette confiance. Alors, concernant la nationalité, on a vu qu'énormément d'opérateurs miniers étaient ivoiriens, soit maliens, soit burkinabés. Ensuite, les bailleurs, donc ceux qui préfinancent les opérateurs miniers, sont généralement de la même nationalité que l'opérateur minier. Alors concrètement, comment ça se passe? On a l'opérateur minier qui va acheter de l'or sur son site en établissant un petit comptoir d'achat au niveau de son site. Il va ensuite vendre son or auprès de son bailleur qui le préfinance. Et ce bailleur est souvent localisé dans des grands centres d'agrégation comme Boisflé, Korogo, Bouaké ou encore Doropo. Ensuite, le bailleur, qui lui va faire passer l'or en contrebande dans les pays voisins, va le vendre auprès de plus grands commerçants qui fait partie de son réseau et qui est basé notamment à Bamako, à Bobo au Burkina ou encore à Lomé au Togo. Alors, concernant le prix d'un gramme d'or, le prix de l'or, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du site, donc au niveau de l'extraction, le prix de l'or est fixe en général et ne tient pas compte du cours mondial, mais tient compte d'une teneur estimée. Donc, on va souvent estimer que l'or a 22 carats. Ensuite, entre l'opérateur et le bailleur, le prix d'or va tenir compte du prix mondial, mais va toujours tenir compte d'une teneur fixe de l'or à également 22 carats. Et alors, entre le bailleur et l'acheteur, là, le prix tient compte du cours mondial de l'or et tient compte aussi de la réelle teneur de l'or qui est commercialisé. Donc, c'est à ce point-là qu'on fait une réelle analyse de l'or. Alors, les facteurs de risque. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons identifié certains risques spécifiques liés à l'orpaillage, notamment liés à l'état de droit. Donc, comme on l'a déjà mentionné, la corruption et les taxes informelles sont généralisées, surtout au niveau de l'extraction. Il y a également un risque de blanchiment d'argent, étant donné que les opérateurs locaux dépendent d'un réseau opaque de financement et n'ont pas accès à de l'argent formel, par exemple d'institutions financières. Il y a également un problème de légalité des opérations, mais aussi un problème de légalité des acteurs miniers. Ensuite, on a identifié bien sûr le problème lié à l'environnement. Donc, cette étude confirme une forte utilisation de mercure et de cyanure dans le processus d'extraction de l'or MAP, ce qui a pour conséquence une forte pollution des sols et des rivières. Alors évidemment, cette intense utilisation du mercure a également un impact catastrophique sur la santé des travailleurs et les communautés minières. Alors, nous avons aussi identifié des risques liés aux droits de l'homme, notamment le risque de travail des enfants. Alors, il y a aussi beaucoup d'enfants qui accompagnent leur mère, qui n'ont personne pour les garder. Et il y a aussi une présence significative de la prostitution avec des jeunes filles venant des pays voisins, ce qui crée du coup un risque élevé pour les MST et pour l'exploitation sexuelle. Alors, concernant le risque de conflit, en Côte d'Ivoire, le risque de conflit est surtout lié à la cohabitation difficile entre l'orpaillage et l'exploitation industrielle. Et aussi, il y a un risque de conflit lié au contexte historique en Côte d'Ivoire, de conflits inter- et intracommunautaires. Alors, concernant le conflit entre les MAP et l'exploitation industrielle,
détriment de leur Alors maintenant, concernant un peu les relations entre l'orpaillage et les flux financiers illicites, donc il y a pas mal de challenges, notamment une fiscalité peu attractive en Côte d'Ivoire. Donc il y a une taxe d'exportation peu compétitive pour Côte d'Ivoire, ce qui évidemment favorise la contrebande dans les pays voisins. Il y a aussi un autre challenge qui est le besoin d'effectuer des économies aux bailleurs. Donc, comme j'ai dit, donc, les exploitants et les commerçants d'or ont besoin de capital pour soutenir les activités d'extraction et aussi pour soutenir le commerce. Et donc, n'ayant généralement pas d'accès à des financements formels, à des prêts bancaires par exemple, le secteur de l'or est basé, comme je l'ai dit, sur un système de préfinancement. Alors, lorsqu'un opérateur, ou par exemple un collecteur d'or est préfinancé par un acteur en aval de la chaîne, il a vraiment l'obligation morale de revendre son or à son financier, qui opère souvent de manière très opaque. Et alors, un autre challenge, évidemment, c'est l'étendue internationale des réseaux de trafic d'or illégal. Alors maintenant, je voudrais parler des facteurs de risque liés à l'implication des groupes extrémistes violents dans l'exploitation illégale de l'or en Côte d'Ivoire. Alors, premièrement, dans le cadre de cette étude, nous n'avons pas eu de preuves empiriques de la présence active de groupes extrémistes sur les sites d'orpaillage visités. Mais, comme j'ai dit, on s'est focalisé sur un site très, très productif et donc aussi très sécurisé. Et donc, vu le nombre limité de sites visités et aussi le temps court passé sur ces sites, étant donné la sensibilité et la sécurisation des sites, on ne peut pas faire une généralisation de l'hypothèse de l'absence totale de ces groupes extrémistes dans les sites d'orpaillage. Alors, ce slide, on présente en fait les principaux facteurs d'implication des groupes extrémistes violents dans le secteur mappé dans le Sahel, donc au Mali, Burkina, Niger principalement, et on a essayé de les appliquer au contexte ivoirien afin de définir quel était le niveau de risque pour la Côte d'Ivoire. Alors, le premier type de risque, c'est que les sites aurifères soient utilisés comme ressources par les groupes extrémistes violents pour donc générer des revenus. Donc, ils peuvent le faire soit par un contrôle direct ou indirect des sites miniers, notamment à travers des taxes illégales. Ça, c'est le cas, par exemple, dans la zone de Kidal, au Mali. Ils peuvent aussi faire des attaques ciblées de sites pour voler l'or, par exemple. Et ils peuvent aussi fournir des services de sécurisation des sites miniers. Alors, pour ces trois premiers sous-risques, nous considérons que le risque est relativement faible en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le risque de kidnapping et donc de pouvoir générer des revenus à travers des rançons. Alors, le risque d'attaque et de kidnapping de personnel existe en Côte d'Ivoire pour certains grands industriels opérant en frontière avec le Mali. Je pense notamment à la société Perseus Mining ou à la société des mines de Tongo qui détiennent des permis à la frontière malienne. Donc, on considère que ce risque est modéré en Côte d'Ivoire. Alors, les sites miniers peuvent aussi être un lieu d'approvisionnement de fournitures pour les constructions d'engins explosifs improvisés et aussi comme lieu de formation à l'utilisation de ces engins. Alors, le deuxième type de risque, c'est que les sites aurifères soient utilisés comme lieu de recrutement. Alors, les deux facteurs, c'est évidemment le niveau de précarité des orpailleurs. Et un deuxième facteur, c'est la frustration des orpailleurs à l'égard de l'État. Alors, cette répression menée par l'État ivoirien, on a vu qu'elle frustre terriblement les orpailleurs, car ça les empêche de travailler et, par conséquent, de générer des revenus. Alors, selon les orpailleurs, la destruction des sites miniers clandestins est vraiment perçue comme une attaque de l'État contre les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et donc, on voit en Côte d'Ivoire qu'il existe un
un climat relativement favorable pour le recrutement des jeunes orpailleurs par les groupes extrémistes violents. On considère que ce risque est relativement élevé. Alors, le troisième type de risque, c'est lié au fait que le commerce de l'or transnational soit une source de revenus pour les groupes extrémistes violents et le crime organisé. Donc ici, c'est davantage un risque lié au commerce de l'or, alors que les risques précédents étaient des risques liés vraiment à l'extraction de l'or. Alors, par rapport à ce troisième risque, il y a effectivement le sous-risque de l'évasion fiscale. Donc, on voit que l'or issu de l'EMAP est un instrument financier plus qu'un simple produit minéral qui joue vraiment un rôle essentiel à l'échelle mondiale dans le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. On voit que l'achat d'or, généralement en monnaie locale, comme les CFA, permet à des opérateurs économiques de convertir la monnaie non déclarée en actifs hautement fongibles. Deuxièmement, évidemment, le risque de blanchiment. On sait que l'or illicite attire énormément les criminels et les organisations criminelles, qui l'utilisent notamment pour stocker et transférer des richesses, échapper à l'impôt, blanchir de l'argent et financer d'autres activités criminelles. On considère que ce risque est relativement élevé pour la Côte d'Ivoire. Alors, le troisième point, c'est l'argent de protection. Alors, on a vu qu'au Sahel, on observe des liens de circonstances, des liens opportunistes entre le crime organisé et les groupes extrémistes violents. On a vu notamment des paiements faits par des criminels, par des trafiquants, aux groupes extrémistes violents afin de sécuriser des zones de transit de marchandises sensibles telles que des armes ou de la drogue. Alors, dans ce cas-là, on parle de paiement d'argent de protection. Alors, dans le cadre de cette étude, ce type de lien entre des organisations criminelles et les groupes extrémistes violents n'a pas été identifié en Côte d'Ivoire. Néanmoins, on voit que certaines conditions structurelles pour une interconnexion entre ces groupes existent à la frontière ivoirienne, étant donné la présence de nombreux trafics à la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Alors, la dernière partie concerne vraiment les opportunités. Si j'arrive à... sur mon prochain slide, ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas grave. Donc, la dernière partie, ça concerne vraiment les opportunités, qui sont un peu plus réjouissants, pour la mise en place de chaînes d'approvisionnement en or responsable. Donc, on a vraiment vu que cette étude démontre l'importance de l'orpaillage dans l'économie locale du nord de la Côte d'Ivoire et son potentiel de génération de recettes fiscales pour le gouvernement. Alors, la production d'or émapé représente presque autant que la production industrielle. Alors, malgré la complexité du secteur, des opportunités existent pour vraiment valoriser l'orpaillage en tant qu'activité génératrice de revenus pour une population vulnérable et à risque. Mais il y a vraiment un réel besoin de formaliser le secteur, notamment à travers le renforcement des capacités des orpailleurs, donc former les orpailleurs sur la gestion des risques clés. Il y a aussi un besoin d'appuyer la légalisation du secteur, notamment à élaborer des dispositions juridiques pour la coexistence entre l'orpaillage et l'exploitation industrielle, aussi par la simplification des procédures, notamment par exemple à travers la mise en place d'un guichet unique pour rendre plus efficaces les procédures d'allocation des licences et des permis. Il y a aussi un besoin de délimiter davantage des zones pour les mapper et qui sont aussi plus viables et sensibiliser les opérateurs à la loi minière. Alors, il y a aussi un besoin de renforcer la transparence tout au long des chaînes d'approvisionnement. Donc, il s'agit vraiment de renforcer les acteurs locaux dans leur effort pour entreprendre une gestion proactive et transparente des risques de droits de l'homme, de corruption, de tous les risques qui sont au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Et valoriser évidemment aussi la conformité avec les exigences internationales, dont notamment le guide de l'OCDE sur la diligence raisonnable, afin de valoriser ou favoriser l'accès à un marché plus formel que celui de Dubaï.
Alors, au niveau de l'extraction, il y a aussi un besoin de mise en place d'un système de cogestion de l'orpaillage et vraiment mettre la priorité sur une plus grande responsabilité des chefs coutumiers dans la gestion de l'orpaillage, tout en faisant un partenariat évidemment avec les autres acteurs communautaires et les acteurs étatiques. Et aussi à travers des consultations publiques, mettre en place un système transparent de redistribution des revenus au niveau local. Et alors, un dernier point clé, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'améliorer l'accès à des financements non opaques via des institutions financières. Et pour ça, les institutions financières ont besoin d'accès à l'information concernant ces potentiels clients à très haut risque. Parce que, par exemple, une banque ne va jamais pouvoir prêter de l'argent à une coopérative minière sans savoir le risque relatif à cette coopérative et sans savoir l'évolution par rapport à ce risque. On a vu dans d'autres pays que des banques seront prêtes à faire aller vers ce genre de clients et fournir des produits financiers, mais ils ont besoin de voir quel est l'état du risque et comment ces opérateurs gèrent le risque au fur et à mesure. Et l'accès au financement est clé parce qu'ils doivent, s'ils ont accès qu'à de l'argent informel, on reste dans un cercle vicieux. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était intéressant et je suis ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Hélène. Cette très belle présentation en termes de synthétiser beaucoup d'informations et présenter aussi les belles infographies. Alors, il nous reste une dizaine, quinzaine de minutes. Et je vais juste vous expliquer comment on va procéder pour les questions-réponses. Alors, mon collègue, il va afficher les questions maintenant auxquelles on va vous inviter à réfléchir. Et donc, on va juste, comme Hélène a présenté énormément d'informations, et on va juste prendre 2 minutes, chacun pour soi, on va juste mettre une musique 2 minutes, où chacun peut contempler sur les 2 questions suivantes. Alors, il y a des questions peut-être méthodologiques et processus. Alors, la question était combien de sites a été visité et avez-vous pu avoir des données auprès des autorités locales sur leur niveau d'implication, sur comment ils s'impliquent dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Et une troisième question méthodologique peut-être, quelle était la stratégie de mise en confiance des acteurs et de pénétration sur ces sites? Y a-t-il des acteurs particuliers qui ont facilité ce processus auquel entrer? Voilà. Donc, Hélène, peut-être on te donne la parole, tu peux déjà nous orienter sur ces premières questions méthodologiques, le temps qu'on va Mais regarder. juste peut-être au niveau méthodologique pour l'accès des 11 grands sites d'orpaillage que nous avons visités, c'était très, très, très compliqué. Je travaille avec différents chercheurs, notamment aussi des gens qui connaissaient très, très bien le secteur et qui ont pu négocier des accès, parfois avec 3 couloirs de sécurité avant de pouvoir accéder. Le chercheur ne s'est jamais fait passer pour un chercheur, mais plutôt pour un commerçant, ce qui a sans doute aussi facilité l'accès au site. Mais ils étaient très, très, très surveillés. Une fois sur les sites, c'était aussi très, très compliqué de discuter avec énormément de gens. Alors, la question, c'était par rapport à la politique du gouvernement. Comme je l'ai expliqué, le gouvernement a surtout mis depuis 2018 une politique de répression de l'orpaillage clandestin. Après, il faut dire que depuis quelques années, l'orpaillage clandestin est un phénomène qui grandit énormément en Côte d'Ivoire. Et donc, le gouvernement a choisi plutôt une politique de répression, mais comme je le dis, cette politique de répression, semble relativement peu efficace parce que les sites sont vite, une fois fermés, sont vite réoccupés, et aussi parce qu'elle a tendance à frustrer énormément cette population d'orpailleurs, et ça représente un certain revenu, l'orpaillage, pour quand même énormément de populations. Donc, elles sont frustrées, et comme j'ai expliqué, cette frustration à l'égard de l'État crée un climat évidemment favorable pour un recrutement potentiel par des groupes extrémistes. Ok, merci beaucoup, Hélène. Alors, il y a certaines questions avec des thématiques très spécifiques. Peut-être tu peux nous partager
tes réponses. Et juste un complément à la question si l'étude a été partagée avec les autorités. Il y a eu un atelier de validation et de présentation qui a eu lieu avec les autorités concernées ici à Abidjan. Alors, les questions thématiques, la thématique de travail des enfants. Est-ce qu'il y a plus de détails là-dessus? Quelle ampleur on peut Comme je l'ai expliqué dans le documenter? chat, le cœur de la recherche n'était pas sur le travail des enfants. Et je pense que ça vaut même une étude à part pour vraiment comprendre l'ampleur. Alors, bien sûr que c'est un aspect qu'on a regardé parce que ça fait partie des risques spécifiques de droits de l'homme et aussi des grands risques à gérer sur les chaînes pour accéder au marché. Alors oui, on a vu des problèmes de travail d'enfants. On l'a surtout vu avec des mères qui venaient avec leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas des gens pour garder leurs enfants. Donc, par rapport à l'ampleur, on n'a pas de données sur l'ampleur. Il faudrait faire une étude vraiment exhaustive. Après, j'avais fait une autre étude en 2014-2015 et là, il y avait déjà énormément de travail des enfants dans les sites au nord de la Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des... Je vais juste partager peut-être deux questions en même temps. Quelles sont les conséquences alimentaires en termes de famine ou autres de la pratique de l'orpaillage qui ont été constatées peut-être? Et quelles sont les sources de financement de ces sites d'orpaillage? Bon, la conséquence alimentaire, en général, en fait, quand il y a un grand site d'orpaillage qui se crée, il y a toute une petite ville, une petite communauté qui se crée autour de ce site. Donc, en fait, ça crée plein de petits business. D'une part, et de manière générale aussi, un orpailleur gagne plus qu'un agriculteur. Donc, c'est un métier précaire parce que les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Mais après, c'est aussi l'orpaillage, on gagne plus dans l'orpaillage qu'on gagnerait dans l'agriculture. Et en plus, ça crée énormément de business parallèles. Après, quand c'est très informel, ça va avec tous les risques liés à ces commerces informels. Il y a aussi énormément de prostitution. Alors, par rapport au d'où vient l'argent, mais comme je l'ai expliqué, étant donné que le commerce de l'or lié à l'orpaillage est lié à des préfinancements, parce que les orpailleurs n'ont pas accès à des financements propres, et donc c'est chaque fois la personne en aval qui préfinance. Alors souvent en fait, les gens vont générer énormément de bénéfices à travers l'exploitation, à travers le commerce illégal de l'or, et puis ils réinvestissent dans leur chaîne, d'une part. Ou bien on voit aussi, on voit beaucoup dans le cas du Sahel, et comme j'ai dit, c'est un risque potentiel pour la Côte d'Ivoire. On peut avoir des gens impliqués dans d'autres activités criminelles. Par exemple, ils vont faire, je sais pas moi, du commerce illégal d'essence ou bien du commerce d'armes, commerce de drogue, de narcotiques. Ils vont générer énormément de cash et ce cash, ils ne peuvent pas le mettre dans les banques. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont acheter de l'or. Donc, ils vont commercialiser avec ces grands bailleurs, ces grands acheteurs. Et comme ça, ils vont pouvoir blanchir leur argent qui vient d'activités criminelles. Donc, il y a énormément de fonds liés à l'or, et surtout dans des régions où il y a énormément de groupes criminels qui opèrent, qui viennent d'activités criminelles. Et ça passe les frontières, parce que bien sûr on a énormément de cas de narcotiques et de trafic d'armes, par exemple au Mali, mais on sait bien que le Mali achète énormément d'or, des commerçants maliens achètent énormément d'or en provenance de la Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup Hélène. Je vais continuer avec deux questions qui, je pense, que se touchent dans le fond. Je vais les lire les deux. Alors, pourquoi l'orpaillage est considéré comme illégal alors que les dispositions de la loi ivoirienne prévoient que les orpailleurs puissent bénéficier des permis d'exploitation et d'exploration? Et la deuxième question qui va peut-être avec, avez-vous collecté des informations quant à la perception communautaire de ces sites d'orpaillage, au-delà de la manne financière que cela représente pour le chef du village, comme vous nous l'expliquiez? Cet argent perçu est-il redistribué au niveau communautaire? Alors, première chose sur la légalité de l'orpaillage. L'orpaillage en tant que tel, ce n'est pas illégal, c'est l'orpaillage clandestin
qui est illégal. L'orpaillage, c'est juste une terminologie pour parler de l'exploitation artisanale de l'or, qu'on utilise beaucoup en Afrique de l'Ouest. Alors oui, il y a des dispositions légales qui existent en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué, il ne coexiste pas bien avec les pratiques de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, qui est sur un droit coutumier. Et aussi, il est très en faveur de l'exploitation industrielle, ce cadre légal. Et donc, un opérateur qui voudrait opérer dans la légalité, il a du mal par des lenteurs de procédure pour acquérir des permis, parce qu'on va lui donner une zone artisanale, extraire son or, mais qui produit rien et qui n'est pas viable. Et donc, finalement, on les pousse dans une certaine illégalité, d'une part. Et deuxième part, j'ai parlé aussi de la fiscalité. Alors, il y a des taxes à l'exportation. Étant donné que ces taxes sont tellement élevées, beaucoup plus élevées qu'au Mali, par exemple, eh bien, il y a tout à fait une incitation aux opérateurs, aux commerçants, à aller passer leurs marchandises de contrebande. Si au Mali, on a parfois moins de 3% à l'exportation et qu'en Côte d'Ivoire, on a actuellement presque 5% de taxes, faites le calcul, mais les gens font passer en contrebande. Alors, concernant la perception communautaire, donc, bien sûr, il y a un mix. On a regardé beaucoup cette question. Ceux qui bénéficient directement de l'orpaillage, bien sûr, ont une perception positive, mais énormément qui ont une perception négative, surtout, par exemple, liée à l'impact environnemental et l'impact sur leur communauté. Comme j'ai dit, qu'il y a énormément d'utilisation de mercure qui est déversée de manière assez sauvage et totalement pas organisée sur les sols et dans les rivières, ce qui pollue évidemment les rivières, qui a des impacts sur l'agriculture, qui a des impacts du coup sur les communautés envoisinantes. Donc, il peut avoir une perception assez négative des communautés évidemment, qui ne bénéficient pas de revenus de cet orpaillage. Après, il y a aussi beaucoup de jalousie, parce que s'il y a certains acteurs communautaires qui vont vraiment bénéficier d'énormes revenus et que les autres non, ça crée évidemment des frustrations. Alors, est-ce que les chefs de village redistribuent au niveau local? C'est pas automatique, sinon je pense que la Côte d'Ivoire, ce serait, je sais pas moi, Dubaï partout. Donc non, mais après, je pense on voit que les chefs de village vont construire certains biens au bâtiment public pour la communauté. Il n'y a pas du tout une redistribution automatique et au contraire, on voit que ça pourrait frustrer au long terme des jeunes. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on a déjà à la fin de nos 45 minutes, mais je pense qu'il y a encore peut-être deux tours de questions qu'on peut se donner pour ceux qui veulent encore s'accrocher. Alors, les données, c'est certainement cette question n'est pas l'objet de l'étude en tant que telle, mais peut-être les données que tu as collectées, Hélène, peuvent donner une partie de la réponse. Est-ce que la répression de l'État est efficace? Et peut-être au-delà de la question, si c'est efficace, et au-delà de l'étude, est-ce qu'il y a une stratégie régionale qui est mise en œuvre d'une manière cohérente entre les pays dans le Sahel ou en Afrique de l'Ouest? Alors, est-ce que la répression de l'État est efficace? Comme je l'ai dit, non, parce qu'elle frustre, elle ferme des sites et sans alternative légale pour leur paillage. Un paillage rentable, ça met juste des jeunes qui génèrent un peu de revenus sans revenus. Et donc, elle n'est pas efficace parce qu'elle frustre les gens, elle n'est pas efficace parce qu'une fois les sites fermés, on a vu que de nombreux sites sont vite réoccupés. Donc, ça, d'une part. Au niveau, mais je sais que en fait, la politique de l'État, c'est d'une part de faire une politique de répression et le deuxième volet, de valoriser la formalisation. Mais bon, pour le moment, il y a plus eu une concentration sur la répression. De manière générale, on voit si l'État réprime, c'est en général pas nécessairement la solution pour des secteurs très, très informels. Et surtout qui génèrent énormément de revenus pour énormément d'acteurs. Est-ce qu'il y a une politique régionale? Est-ce qu'il y a des actions régionales? Oui, il y en a plusieurs. Il y a la CEDEAO, notamment, qui avait pensé à faire un sorte de code minier régional, notamment pour valoriser l'harmonisation au niveau des taxes d'exportation. Il y a aussi dans le fleuve Manono qui est en train de travailler aussi sur des politiques régionales. Et les politiques régionales sont super importantes pour évidemment éviter la contrebande.
Après, c'est dur à mettre en œuvre, hein, parce qu'on l'a vu dans le cas de l'Afrique centrale, on a aussi des politiques régionales. Il faut que ces politiques régionales soient vraiment mises en place par les acteurs régionaux les plus forts. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est vraiment la CEDEAO qui devrait être le lead d'une réelle politique régionale pour lutter contre l'orpaillage et la contrebande de l'or. Merci beaucoup, Hélène. Alors, je pense que vu l'heure, on va s'arrêter ici pour les questions-réponses. Sauf Hélène, si tu as encore quelque chose que tu veux vraiment partager avec tous les participants. Si ce n'est pas le cas, alors je veux juste attirer l'attention à une contribution par Ella. Ella Abaton de l'Institut de Security Studies ou Institut d'études de sécurité Afrique, qui ont aussi travaillé sur une étude sur les liens entre l'extrémisme violent et l'orpaillage dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui est donc complémentaire à l'étude que nous on a fait. Et une des grandes questions qui était apparue parce que ISS avait trouvé des indices, des preuves empiriques que les groupes s'investissent dans l'orpaillage. Et donc, c'est une question aussi, nous, on s'est posé avec l'équipe ISS et une des éléments d'explication sur ces résultats peut-être différents s'explique par le fait que l'étude que Ecolexes a menée a été focalisée justement sur les sites d'orpaillage illégal qui étaient de forte production et donc à une certaine taille et bien contrôlée, pendant que ISS Africa s'est aussi penché sur les sites de très petite échelle dans les zones très reculées comme le parc Lacomé et autres zones. Et aussi le timing de la collecte de données, je pense que Hélène, tu me corriges, mais je pense que la collecte de données pour l'étude Ecolex, c'était fait en mai 2022 et pour ISS, c'était fin 2021, début 2022. Donc, c'est une étude, on vous le conseille, quand c'est de les lire aussi. Les deux études sont très complémentaires euh, et contribuent justement à la compréhension de ce phénomène très complexe qui est en Côte d'Ivoire. OK, alors je pense qu'on va s'arrêter ici, juste pour les questions de partage de la présentation et l'étude. Donc, on est en train d'intégrer les dernières recommandations des acteurs gouvernementaux lors de l'atelier de validation. Et donc, on espère de publier le rapport dans les prochains jours. Et comme vous êtes inscrite aussi pour le webinaire, on va vous mettre sur le mailing list et vous partager aussi la nouvelle quand la publication effectivement. Alors, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir passé cette heure avec nous. L'intérêt que vous avez porté à l'étude et au projet Résilience pour la paix. Oui. Évidemment, le temps n'était pas suffisant, mais si vous avez envie de creuser, excusez-moi. Oui, merci. Alors, donc on va s'arrêter ici. Je ne sais pas à partir de quel moment j'étais coupé. Je ne sais pas à partir de quel moment j'étais coupé. C'était quoi la dernière chose que j'ai dit? Hélène, tu peux m'aider? La liste pour les publications, quand vous allez OK. intégrer les inputs des les recommandations des parties gouvernementales. OK, super. Donc, c'était pas tout le discours qui était coupé. Donc, voilà. Donc, c'est les prochains jours, on va pouvoir publier l'étude et ceux qui se sont inscrits avec, sur le webinaire avec leur email, ils vont aussi recevoir la notification de la publication. Et évidemment, Hélène, comme aussi le projet Résilience pour la paix, reste à votre disposition pour continuer les échanges. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Excellente journée et pour
ceux qui veulent partager les webinaires aussi, on va aussi le mettre sur notre page YouTube du projet pour ceux qui veulent voilà, le partager avec d'autres qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène pour la présentation et la réponse aux questions. Et merci à tout le monde pour le temps passé ensemble. Merci beaucoup et bonne journée à vous.